Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un jeu que je viens d'acquérir en fait. C'est le tarot arthurien de Kathleen et John Matthews. Alors j'ai pas mal de jeux de John Matthews et ce que j'apprécie, c'est toujours rentrer dans une part d'histoire. C'est quand même rare de trouver des tarots en français où on a vraiment une immersion dans quelque chose, dans des légendes, avec un côté quand même assez fourni au niveau du livret, au niveau des explications, du cheminement, voilà, historique. Et donc, comme je l'ai trouvé d'occasion et que on peut, si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez le trouver assez facilement en occasion, ben, je me suis dit, tiens, je vais quand même le prendre avant de ne plus le trouver pour voir un petit peu tout ce qu'il propose. Et donc là, on va entrer dans le monde, dans le tarot de la légende arthurienne, avec tout ce que l'on retrouve au niveau de la quête du Graal, avec Excalibur, Merlin l'Enchanteur, etc. Dans ce petit coffret, on va retrouver un livre, voilà, qui fait quand même 139 pages, où on en apprend quand même pas mal. Et voilà, il faut savoir que quand même, excusez-moi, Kathleen et John Matthews sont quand même un petit peu des experts, on va dire, dans le domaine celtique, voilà, hein, dans le domaine celtique, dans le côté arthurien, le chamanisme, donc voilà, ils savent de quoi ils parlent. Et du coup, c'est vrai que en commençant à lire ce livre, ce qui est intéressant, c'est que justement, on rentre vraiment dans une part d'histoire, avec aussi tout ce que ça comporte de légendes. Et donc, on va retrouver dans ce livret une introduction qui va nous dire que finalement, la quête du Graal, c'est bien évidemment le fait de parcourir un petit peu comme le fou dans le tarot, une quête spirituelle. D'ailleurs, je pense que c'est un tarot qui se prête plus à soit travailler avec les archétypes de ce tarot, soit à faire du développement personnel ou magique même avec ce tarot-là. Donc ici, on va être face à des légendes celto-arthuriennes qui vont suivre la tradition de la Grande-Bretagne. Voilà. Et dans les portes du temps et de l'espace, on va nous dire que finalement, les personnalités de la table ronde, de tous ces personnages, sont des archétypes d'ordre supérieur. Et ces personnages, on va les retrouver dans les arcanes majeurs. Voilà. Et donc là, on va nous parler justement du symbolisme, puisque vous allez voir que toutes les arcanes sont renommées. Et au niveau des suites, on va aussi avoir ce qu'ils appellent les petits pouvoirs, c'est-à-dire on a le Graal, la lance, les épées et la pierre. Voilà. Donc je vais vous montrer ça après. Donc on a toute une introduction. Ici donc on vous fait un récapitulatif des changements de nom en fait des arcanes majeurs. On a au niveau des arcanes mineurs ici une association aux saisons, à l'élément et à la couleur. On voit que par exemple ici les épées vont être associées au printemps alors qu'on a plus l'habitude de le voir associé à l'hiver. Voilà, pour les lances on sera dans l'été, pour les coupes le Graal dans l'automne et pour les pierres, les pentacles dans l'hiver. Donc après, on a la signification des arcanes inversés. Bon là, moi je ne tire pas en carte inversée. Enfin, c'est surtout que pour eux, apparemment, c'est pas vraiment leur pratique, puisque de toute façon, dans chaque carte, il y a un aspect, on va dire, lumineux et plutôt sombre, et qu'il faut prendre les deux en compte. On a
le langage du symbolisme. C'est vrai que dans ce jeu, il y a beaucoup de symboles dans les cartes. Et je vais vous montrer un petit peu comment ces cartes se combinent. Donc, on va vous parler des grands pouvoirs pour les arcanes majeurs. À chaque fois, on va retrouver la description de l'illustration, suivie d'un arrière-plan qui va correspondre en fait, comment dire, à des éléments historiques, à des personnages, à l'histoire des personnages. Donc c'est ça qui est très intéressant, de se plonger justement dans cette histoire. Après, nous allons avoir le sens archétypal, donc qui va nous dire ce que représente le chercheur, donc par exemple ici le fou, et on a des mots-clés pour les significations divinatoires. Je vous lirai un exemple pour vous montrer un petit peu le contenu. Et donc, après toutes les arcanes majeures, on va retrouver donc les arcanes mineurs, les petits pouvoirs. Et donc là, on a à chaque fois, par exemple ici pour les épées, la description de la carte au niveau graphique et en arrière-plan aussi. Donc toujours pareil, on va un petit peu vous remettre dans le contexte historique et des mots-clés. Ensuite, alors on n'a pas de représentation des cartes, donc à chaque fois finalement, ce qui est un peu embêtant, c'est que pour travailler avec les cartes, il va falloir prendre son jeu voilà, avec soi, parce qu'on n'a pas les petites illustrations dans le livret. Donc on retrouve ça et on a énormément de tirages. On a le tirage de l'encre de Pridwen, voilà. Donc voilà, on a énormément de tirages et à chaque fois pour les tirages, on va avoir un exemple. Donc ce qui est super, justement, pour s'immerger bien dans la lecture. Et donc on a au moins, je pense, j'ai pas compté, mais on a bien au moins 6 tirages, hein. Tirage de la souveraineté pour les facultés, voilà. On a le tirage de la porte de Mabon, avec un exemple de tirage. On a le tirage d'Excalibur, voilà, qui j'ai été, les leçons que j'ai apprises dans mon incarnation. Donc vous voyez, on est vraiment dans des tirages de développement personnel, spirituel. On a ensuite encore des tirages, le tirage des 3 mondes par exemple, voilà, avec l'inframonde qui va représenter un petit peu le pouvoir ancestral, les racines, ce qui est enfoui, pas enfui. Après voilà, ce monde, le monde créé terrestre et l'autre monde, le monde des dieux et des archétypes. Donc tout ça, c'est des tirages très intéressants à faire, je trouve. Et puis à la fin, on va retrouver donc un petit guide rapide des significations. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on nous conseille des lectures. Donc voilà, hein, on retrouve Jean Marcal avec le Graal. Voilà, on a Philippe Cargom, La Renaissance druidique. Donc on a certains livres qui sont traduits en français que l'on peut trouver pour s'enrichir de lecture. Et voilà, une petite note sur Kathleen et John Matthews. Donc, au niveau des cartes, on a des cartes comme ceci qui sont de bonne qualité. En fait, elles sont un peu plastifiées, voilà, comme c'est un jeu de 2004, je crois. Donc voilà, je trouve qu'elles sont assez solides. À l'arrière, on va retrouver la déesse un peu de la souveraineté qui va posséder donc les 4 éléments qu'on retrouve dans les suites. Donc le Graal, la lance, l'épée et la pierre. Voilà. Et donc, on a un découpage qui est fait comme ceci, c'est-à-dire qu'au niveau des arcanes majeurs, on va retrouver des personnages de la légende arthurienne.
Et ensuite, par exemple, pour chaque suite, si on prend la suite des épées, entre le 2 d'épée et le 10, on va retrouver que des paysages. Je vais vous les montrer. Et en fait, ces paysages vont nous mener à la carte 10 qui va représenter un château. Voilà, un château, une habitation. Et les cartes de cour vont représenter les habitants de ce château. Donc c'est intéressant, il y a vraiment voilà, quelque chose d'une continuité en fait dans l'élaboration des arcanes. Et donc, je vais vous présenter pour commencer les arcanes majeures. Donc, on retrouve ici le chercheur. Donc, il y a énormément de choses à regarder parce qu'il y a beaucoup de symboles. Voilà. Donc, ici, on a le chercheur. Ah, j'ai perdu le magicien. Voilà. Le magicien, ici, donc, ça va être Merlin. On va avoir la Dame du Lac pour la grande prêtresse. Par exemple, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on retrouve dans le livret pour les arcanes majeures. Donc, si on prend la grande prêtresse, voilà. Donc, la grande prêtresse. Donc, c'est pas facile, voilà. Donc, on va vous dire, au cœur d'une île, au beau milieu d'un lac est assise la dame du lac sur un trône de roseaux. Elle tient une épée et un livre, et un panier est posé à côté d'elle. Derrière, une grue. Et donc, on va vous parler en arrière-plan. On va vous dire, dans les légendes arthuriennes, les femmes de l'autre monde guident et instruisent Arthur et sa cour. Pendant le Moyen-Âge, les nombreux aspects de la déesse donnèrent naissance à de nombreuses damoiselles, dames, à qui l'on a fait du tort, des éveuves. Si nous nous reportons aux textes anciens, nous découvrons que, au lieu d'une troupe de damoiselles qui requièrent l'assistance des chevaliers pour recouvrer leurs droits, ce sont de puissantes dames d'une stature exceptionnelle qui se manifestent en des périodes cruciales pour aider et assister les chevaliers. La Dame du Lac est issue d'une lignée très complexe de ce genre de dame dont la principale est Morgaine ou Morgane, présentée comme la fille de Rex Avalonis, roi d'Avalon, ou comme la sœur d'Arthur, ou comme la reine d'une nuple communauté féminine. C'est elle qui soigne les blessures d'Arthur après la bataille de Camlan et qui veille sur lui dans le temps de l'autre monde jusqu'à ce qu'il soit rappelé. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais à chaque fois, vous avez vu, vous avez quand même vraiment une immersion de la carte. Après, vous avez la signification archétypale. Donc on va vous dire que la Dame du Lac est l'initiatrice primordiale de la connaissance de l'autre monde. Elle est la mère d'accueil, éducatrice, etc. Et puis vous allez avoir les significations divinatoires, connaissance ésotérique, illumination, inspiration, apprentissage, etc. Donc ça, c'est ce système pour les arcanes majeures. Donc je continue avec donc l'impératrice qui va être représentée par Guenièvre. L'empereur, c'est le roi Arthur. Taliesin, Thalassien, je ne sais plus trop comment on dit, mais en tout cas, voilà, c'est le hiérophante. Le cerf blanc pour les amoureux. Pridwen, donc, pour le chariot. Gauvin, donc, pour la force. L'ermite du Graal, pour l'ermite. La table ronde pour la roue de fortune. La souveraineté pour la justice. Voilà. Le roi blessé pour le pendu.
la lavandière du guet pour la mort, le chaudron pour la tempérance, le chevalier vert pour le diable, la tour spirale pour la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le Seigneur endormi pour le jugement et l'épanouissement de l'ogre pour le monde. Voilà. Donc il y a beaucoup de symboles à regarder. C'est super intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est ce côté un petit peu, on va dire un petit peu vintage des illustrations. Moi j'aime bien, je sais pas, ça me parle bien. Donc après, on va passer aux épées qui vont être appelées épées sacrées et petits pouvoirs. Donc à travers cette épée, on va cheminer. Donc on va avoir des paysages. On retrouve le 2 d'épée ici. Donc je vais juste pour vous montrer un petit peu comment sont expliqués les arcanes mineurs qui ne sont pas vraiment illustrés, une petite description dans le livret. Donc si on prend par exemple le 3 d'épée, on va vous dire, donc je vous la remontre, voilà, on va vous dire une gorge dans une contrée montagneuse avec un pont brisé, une épée tombe dans la gorge. Arrière-plan, quand Péredur ou Perceval quitta sa mère, elle mourut de chagrin, mais ce fut la conséquence directe de sa possessivité, qu'il avait fait lever son fils dans l'ignorance des armes et de la voie de la chevalerie. Dans une retraite forestière, Perceval aurait été incapable de trouver le Graal s'il était resté chez lui. Et donc, on va avoir la signification des mots-clés, chagrin, séparation, etc. Donc, ça vous resitue un petit peu le contexte de la carte. Donc, on continue avec le 4, le 5 d'épée, le 6. Donc, on a quand même des petits éléments parfois qui nous aiguillent, hein. Le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc après tout le cheminement de l'épée, on va arriver donc à ce château qui est ici représenté par le 10, 10 d'épée. Et donc on va retrouver la jeune fille à la place du page, le chevalier d'épée, la reine et le roi. Ensuite, on va passer donc aux lances. Alors pour les lances, 10, 10, 10, 10, voilà. Donc là, on est dans le même procédé, c'est que là, donc, on a la lance, pour la lance sacrée. Et donc après, on va retrouver le 2, le 3, le 4. Or, ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, dans les arcanes mineures, on a tous ces paysages qui peut aussi en faire un jeu où justement on va pouvoir méditer ou se plonger dans un état un peu méditatif à travers ces paysages. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Et donc au 10, on arrive à un château. Voilà, ce que j'apprécie, c'est que dans les jeux souvent de John Matthews, de Kathleen Matthews, rien n'est fait par hasard. C'est vraiment
une combinaison parfaite en fait entre le fait voilà, d'apprendre toujours sur le tarot, mais en même temps, voilà, on a un on s'enrichit de, voilà, de plein de choses historiques, de légendes, de mythes. Donc là, on est au Graal, ce qui représente les coupes. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et là, donc, on va retrouver la jeune fille du Graal, le chevalier, la reine et le roi. Et donc, pour terminer, nous avons les pierres. Donc, la pierre est représentée par ce damier en bas. Donc, l'as de pentacle, le 2. Donc là, on est dans des paysages divers. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et donc on retrouve dans ce château la jeune fille, le cavalier, la reine et le roi. Donc en résumé, c'est un jeu voilà, qui est pas qu'il faut travailler, surtout quand on a voilà, on connaît la légende un petit peu du roi Arthur, comme on l'a pu le voir dans Excalibur ou autre. En tout cas, voilà, c'est un jeu que je conseille quand voilà, pour s'enrichir de connaissances et voilà, d'informations aussi sur les personnages, les archétypes, les symboles. Donc c'est un jeu qui est très riche, qui demande à être travaillé, à être observé, à méditer aussi sur les arcanes. Donc si ce jeu vous plaît, ben voilà, ne tardez pas trop à vous le trouver d'occasion, parce que je pense que d'ici quelques temps, ben, il sera plus du tout disponible. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ce petit jeu un petit peu, on va dire, vintage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.